Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Fréquence Mistral. Il est 11h01 très précisément et c'est le troisième volet d'Entracte avec Marco Caccavo. Bonjour Marco. Bonjour. Bonjour tout le monde et nous voici pour une nouvelle émission d'Entracte. Rendez-vous désormais mensuel sur les ondes de Radio Fréquence Mistral et occasion de partager avec vous, chers auditeurs, une petite heure ensemble en discutant à voix basse des littératures, philosophie et art. Aujourd'hui, on parlera de l'écriture, de ces gestes qui n'est pas nécessaire si l'on veut, inutile, je dirais, mais qui pourtant au moins une fois dans la vie nous a amené à être face à une feuille. Ces grands océans blancs qui nous fait peur et qui en même temps nous donnent envie de se faire traverser en long et en large, en ayant comme navire un simple stylo, noir, bleu ou rouge. Et ces voyages sur la grande mer en papier, entrepris avec les voiles pleins d'émotions, nous tracent la route, une route formée de lettres, de points, des syllabes qui semblent trembler sur la page, au moment qu'on les marque. Ceci est le chemin à suivre pour se rencontrer, pour rencontrer nous-mêmes, et ainsi se dire bonjour devant la page remplie, devant ce miroir à nous, glace faite d'encre parfumée, odeur que c'est celui de notre intimité plus profonde. Mais qu'est-ce qu'on confie au papier, à l'écran d'un ordinateur? On lui raconte une journée particulière, l'histoire d'une rencontre inattendue, nos pensées intimes qui battent au rythme de nos cœurs ou qui sont mouillées de la chaleur de nos larmes. Pour mieux comprendre les secrets de la magie humaine de l'écriture, magie que la philosophe Maria Zambrano a définie comme une exigence, et au contraire, Platon définit dans son dialogue philosophique Phèdre comme une sorte de malédiction, en raison du fait que l'invention de l'écriture aurait fait négliger à l'homme l'exercice de la mémoire. Il y a aujourd'hui 3 invités qui d'abord je remercie pour avoir accepté mon invitation et qui nous accompagneront tout au long de cette émission. Il y a Laurent Guidon, enseignant de littérature française à l'École internationale de Manosque. Bonjour. Bonjour Laurent. Daniel Chaillon, enseignant de philosophie au lycée Esplango à Manosque. Bonjour Daniel. Bonjour Marco. Et James Fontaine, poète, auquel on essayera de voler en toute amitié les secrets de son métier d'artiste. Bonjour James. Bonjour. Pour comprendre à quel point l'écriture a été importante pour l'histoire de l'homme, il suffit de se souvenir que la notion même d'histoire est née avec l'écriture. Avant cela, il n'y avait pas de source. L'homme était une sorte de pré-homme. Effectivement, c'était la longue époque de la préhistoire. Donc, il y a, vous le comprenez, un lien très étroit entre homme et écriture. On pourrait même dire que l'homme, c'est l'écriture, et l'écriture est le témoignage de son passage dans la vie, dans l'histoire des hommes. Les premiers signes graphiques, ancêtres de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'écriture, sont apparus à peu près il y a 3500 ans. Comme vous le savez, les premières formes d'écriture sont celles très énigmatiques des Sumériens et des Égyptiens. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de tracer une histoire de l'écriture, même si le sujet est fort intéressant. Ce qu'on voudrait faire pendant cette heure ensemble est de donner une réponse à une question, ou au moins de réfléchir sur la question même. C'est-à-dire, pourquoi écrit-on? Et pourquoi les grands littéraires et les philosophes ont écrit? Et pourquoi, au final, on les lit? Les psychologues disent que l'écriture, en tant que trace écrite, donne l'illusion à l'homme de ne pas mourir, ou mieux, de pouvoir laisser une empreinte dans l'histoire, vu que les pensées écrites survivront à la mort du corps. L'écriture est du coup une sorte d'élixir d'immortalité. Et effectivement, tous ceux qui écrivent, même s'ils ne disent pas ou ils disent le contraire, le font pour les autres, pour jeter des ponts entre le moi, homme écrivain, et le monde des lecteurs hors de moi. C'est, on pourrait dire, un appel de vie après la mort. Les écrivains disent « Lisez-moi, faites-moi vivre, monsieur ». Et à bien voir, parmi la série de lettres
constituant une phrase, un conte, il se cache quelque chose. Parmi les petits espaces blancs, il se cache mon individualité unique. Les secrets, l'appelle Maria Zambrano. Et c'est ces secrets qu'on voudrait communiquer aux autres et à moi-même. On pourrait bien dire que les lettres, les mots, ne sont qu'un prétexte d'expression. Quand j'écris, je confie aux mots mon être secret, celui dont je ne parle à l'oral avec personne. Ce qui me fait peur, ce qui me fait trembler, mais, malheureusement, les mots, même celui que j'écris, est traître. Il n'arrivera jamais à exprimer ce que je suis. Mais, voyons, au moins c'est quelque chose, une toute petite trace de moi, laissée à jamais dans l'histoire. Et peut-être que d'ici 1000 ans, un chercheur s'exclamera « Tiens, le 4 octobre 2014, à 11h05, un homme confiait ses rêves et ses soucis à son journal intime. » Par moyen de l'écriture, bien sûr. Voyons, qui était-il? On va faire de l'histoire, on va en savoir davantage sur lui. Et c'est ainsi que l'histoire est née. Mais pour qui écris-je? Pour ma maman, pour mon chef, pour mon directeur. Mais pour qui écris-je d'ici 1000 ans? Pour qui aurais-je écrit? On pourrait dire que j'écris pour personne, pour monsieur et madame personne. Je n'écris que pour moi, pour mon empreinte dans l'histoire, pour l'homme lecteur présent et à venir. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler la conception de l'écriture, pour le philosophe Derrida, quand il affirme qu'on écrit toujours pour un absent. L'écriture, même la carte postale que j'envoie de mes vacances, pour faire des envieux ou pour raconter tout simplement mes vacances, je l'écris pour le lecteur universel et non pour une personne en particulier. Ça a l'air compliqué quand même. On va rendre plus simple les choses avec un exemple qui peut-être va décevoir quelqu'un, mais on est samedi et vous aurez le dimanche pour vous en remettre. Si j'écris une lettre d'amour, bien sûr pleine de pathos et de jolies phrases, eh ben, je ne l'écris pas seulement pour mon amoureux présent, mais je suis en train de l'écrire pour tous les amoureux du monde. Je l'écris au nom de l'amour universel et au nom de tous les amoureux à venir, pour les amoureux qui vivront d'ici 1000 ans. Avec ces petites déceptions, mais que quand même nous donne un sentiment d'immortalité, on se laisse pour quelques minutes avec un morceau choisi par notre Camille Fabre, qui comme toujours assure son impeccable régie. Merci Camille. De rien, et on écoute Avishai Cohen dans Seven Seas. À tout de suite.
Merci de nous écouter sur Fréquence Mistral et d'être à l'écoute d'Entracte. On répond à notre discussion sur l'écriture en donnant la parole à Daniel Chaillon, enseignant de philosophie au lycée Esclangon de Manosque. Daniel, est-ce que tu pourrais nous élucider le rapport entre écriture et philosophie? Bonjour Marco. Alors, quand tu m'as contacté pour cette émission, tu m'as demandé de parler du rapport de la philosophie à l'écriture. Dans un texte extrait de son introduction à la philosophie, Merleau-Ponty évoque la figure de Socrate, ce philosophe qui n'a jamais rien écrit. En tant que philosophe contemporain, nous autres chercheurs invétérés, affairés à produire des textes, des analyses, des concepts et des expériences de pensée, nous sommes tous redevables de ce mouvement grec qui va de l'être au sens, de l'intuition cosmologique des physiologues grecs au questionnement socratique. Le mot philosophie, donc, d'après la tradition, aurait été inventé par Pythagore, philosophe présocratique, qui, refusant le titre de sage, lui aurait préféré le titre plus modeste d'amoureux de la sagesse. Toutes les cultures ont leur cosmogonie, leur récit de l'origine et de la jeunesse du monde. Ce que l'on doit aux Grecs, c'est d'avoir inventé l'idée de cosmos, c'est-à-dire d'une totalité organisée par des lois que l'esprit peut comprendre. Le mot cosmos, en grec, signifie à la fois ordre et beauté. Le cosmos, à l'origine, étymologiquement, désigne la coiffure ou la parure des femmes, et par extension, l'agencement harmonieux des choses, la belle totalité. Émancipés du mythe des origines et de ses images, les premiers philosophes grecs cherchaient l'arché, ce joli mot grec qui désigne tout à la fois le commencement, le commandement et le principe. Ces philosophes cherchaient donc l'arché, le principe premier qui commande et organise les apparences, un peu comme les physiciens contemporains recherchent le boson de Higgs, l'élément manquant susceptible d'expliquer pourquoi les choses ont une masse. Ce faisant, ces philosophes posaient l'un des postulats fondamentaux de l'ontologie matérialiste de la science, à savoir l'idée que la matière est cause à sui, c'est-à-dire cause d'elle-même. Ainsi Thalès, l'auteur du célèbre théorème, affirmait que l'eau est le principe de toute chose. Aux spéculations des physiologues sur la nature de l'être, est-il mouvant, est-il immobile, Socrate oppose la question du sens. Qu'est-ce que parler veut dire, demande Socrate. Que veux-tu dire quand tu parles? Autrement dit, que veux-tu dire et quels sont tes présupposés? Ce que nous devons à Socrate, c'est l'opposition fondamentale de l'être et du sens, de la réalité et de l'idée. Socrate n'était peut-être pas idéaliste, au sens où Platon a pu l'être. Ce qui est sûr, c'est qu'il a mis en crise l'opposition de l'être et du sens, de la vérité et du discours. En cela, il inaugurait une nouvelle pédagogie. Désormais, il ne s'agit plus de dire l'être des choses, mais d'interroger ce qui se dit à propos de l'être des choses. Je m'apprête, sache-le, à défendre un point de vue qui n'est pas exactement le mien, moi qui suis un philosophe matérialiste. En tant que matérialiste, je pense tout à la fois que quelque chose existe en dehors de moi et que cela se donne à l'intérieur d'une structure essentiellement projective, mon cerveau, chose parmi les choses, dont la réalité ne peut s'appréhender qu'à partir d'une séparation, celle de la matière et de l'esprit. D'un côté, je pense que l'esprit n'est pas séparable de la matière, de l'autre, je sais que la matière ne se peut connaître que du point de vue de l'esprit. Ce chiasme fonde ma position. Malgré tout, je ne suis pas dualiste, car le dualisme me semble invérifiable et irréfutable. L'œuvre de Derrida, dont le sujet principal est l'écriture, est fondée sur le concept de déconstruction. La plupart des concepts par lesquels nous appréhendons le réel, nous autres métaphysiciens implicites, héritiers d'une longue tradition judéo-chrétienne, sont binaires. Par exemple, nous opposons le chaud et le froid, l'essence et l'accident, le masculin et le féminin, l'homme et l'animal. De quel point de vue se place-t-on pour fonder de telles oppositions? La métaphysique occidentale, d'après Derrida, est tentée par le mythe d'une présence pure ou d'une voix originaire. Dans l'Ancien Testament, ne l'oublions pas, Dieu parle et se manifeste aux hommes. Quelle drôle d'idée quand on y pense. Au commencement, donc, est le Verbe. Quel héritage! Est-ce à dire que rien n'est réel autrement que par l'effet du Verbe?
Le réel, du latin res, c'est originairement la chose en tant qu'elle se présente ou se donne. L'écriture dans cette perspective ne serait qu'une trace seconde. Dans le Phèdre, Socrate affirme que le savoir véritable se transmet par la parole vivante plutôt que par l'écriture. Dans le contrat social, Rousseau imagine une communauté idéale, simplement présente à elle-même, sans médiation. Ceci pour donner deux exemples, des pièges dans lesquels nous plonge la métaphysique implicite de l'Occident. Déconstruisant le mythe de la présence, Derrida s'est attaché à développer une science de l'écriture qu'il a nommée la grammatologie. L'archive et la trace, en réalité, inséminent et orientent la parole vivante. À l'origine, l'écriture servait à enregistrer les dettes, comme en témoignent les tables d'Uruk que tu as évoquées. Les événements, comme le note Maurizio Ferraris, philosophe contemporain, sont conditionnés par le fait d'être enregistrés. Vecteurs de la mondialisation, de l'ordre marchand, les nouveaux outils de communication nous procurent une vertigineuse ubiquité. Avec mon smartphone, je suis connecté, présent et absent, ici et nulle part. Sur les réseaux sociaux, des liens se tissent et se défont dans l'espace éthéré du cloud. D'un point de vue ontologique, on peut distinguer trois sortes d'objets. Les objets physiques. Ils existent dans l'espace et dans le temps. Cette chaise, ce bureau, cet ordinateur, ce micro. Les objets idéaux existent, quant à eux, hors de l'espace et du temps. Comme tel, l'existence du nombre 3 n'est pas soumise au devenir. Il n'y aurait aucun sens, en effet, à s'enquérir de l'état d'un nombre. Le nombre n'est pas sujet au devenir. Les objets sociaux, quant à eux, n'existent réellement qu'en tant que traces, que l'on pense au serment, à la parole donnée. Leur existence, cela va de soi, ne se réduit pas à cette dimension, mais elle dépend intimement de leur inscription dans l'univers second des archives, qu'elles soient officielles ou personnelles. Lorsque les registres se perdent, la mémoire s'efface. L'archéologie se substitue alors à l'archivistique. Un événement social sans trace est un événement qui n'a pas eu lieu, comme un amour sans lettres ni photos. Les sociétés sans écriture, que tu as évoquées également, déposent dans leur environnement toutes sortes de signes ou de marques pour témoigner du fait qu'un événement a eu lieu. Peut-on marier les vivants et les morts ? L'institution française du mariage posthume, qui fut créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, incarne parfaitement cet impératif de l'enregistrement et de la trace, par où l'événement parvient à la dimension de l'être. Il n'y a pas de hors-texte, disait Derrida. Merci Daniel. Daniel, je voulais te poser quelques questions. C'est-à-dire, d'après la philosophie, ou c'est une question tout simple, une question naïve peut-être, pourquoi Dieu il s'est manifesté à travers l'écriture aussi? C'est-à-dire, il a voulu écrire le livre. D'après toi ou d'après la philosophie? On retrouve ça dans les Corans, par exemple. Pourquoi écrire les textes qui parlent du sacré? Le sacré, quelque chose, c'est la métaphysique, on va dire. Pourquoi donner une trace écrite de la métaphysique religieuse dans ce sens-là? Alors, je pense à deux choses. Tu connais bien entendu l'histoire de Vlad Tepes, c'est-à-dire Vlad l'Empaleur, le personnage historique qui a inspiré Bram Stoker pour la rédaction de son Dracula. Vlad Tepes avait fait prisonnier 3 moines. Il avait la réputation que l'on sait, une réputation sanguinaire, mais c'était également un constructeur d'État. Il faisait enlever des paysans, des aristocrates, pour les faire empaler, comme tu le sais. Alors ces moines, dans leur géole, s'attendaient au pire. On les amène devant Vlad, le prince de l'ordre du Dracul, c'est-à-dire du dragon, en roumain. Ordre combattant. Au premier moine, Vlad demande « Dis-moi, vais-je aller en enfer ou au paradis ?» Et le premier moine, qui soutenait aux autres
que l'on ne pouvait pas mentir à Vlad Tepes, lui dit la vérité. Vlad, vous êtes un être monstrueux et sanguinaire, vous irez donc en enfer. Et Vlad le fait empaler. Le deuxième moine, se méfiant des réactions de Vlad et ne sachant trop que dire, lui promet le paradis. Pressentant le mensonge, Vlad le fait également empaler. Tu imagines bien que le troisième ne savait plus trop que dire. Que fit Vlad? Il l'épargna. Alors pourquoi? Peut-être pour que ce moine lettré puisse écrire la biographie de Vlad. D'accord. Merci Daniel. On fait une petite pause en musique, on revient ensemble dans quelques minutes. Tout à fait, on écoute de Nicolin et Ornette pour ce magnifique morceau Introduction.
Merci de nous écouter sur Radio Fréquence Mistral. Après cette très intéressante intervention de la part de Daniel Chaillan concernant l'écriture et la philosophie, on va analyser, on va poser la question du côté littéraire. Donc là, je m'adresse à Laurent Guidon, professeur de littérature française à l'École internationale de Manosque. Et pour introduire l'écriture et la littérature, je voudrais vous citer quelque chose qui a été écrit par Primo Levi, écrivain italien, célèbre pour son livre « Si c'était un homme », où, vous le savez, il raconte la terrible et dramatique expérience d'Auschwitz. Et Primo Levi, dans un très intéressant extrait, il nous donne une sorte de liste sur le pourquoi on peut écrire. Primo Levi, il dit « Je peux écrire parce que j'en sens le besoin. J'ai l'impulsion à écrire. » Ça, c'est les besoins les plus naïfs, les plus romantiques, on va dire. Je peux écrire pour s'amuser, pour m'amuser ou pour divertir mon public. Je peux écrire pour enseigner quelque chose. Je peux aussi écrire pour changer le monde ou pour changer la vie, comme le disait Arthur Rimbaud. Je peux écrire aussi pour répandre mes idées. Là, je pense aux écrivains, aux politiciens ou aussi aux philosophes. On a l'exemple de Karl Marx. Sinon, je peux utiliser l'écriture comme une sorte de thérapie, un peu à la manière de Freud. Je peux écrire pour me libérer des angoisses. Sinon, je peux même écrire pour devenir célèbre, mais je suis pas trop sûr que ça marche. Mais bon, je peux aussi écrire pour devenir riche, ou pour payer ses dettes, comme le faisaient des écrivains comme Balzac ou Dostoïevski. Ou sinon, d'après Primo Levi et moi, je me sens de partager son avis, je peux écrire pour habitude, c'est-à-dire voir l'écriture comme un travail, pas quelque chose qui sort du cœur, c'est quelque chose qui sort du portefeuille, voilà. Donc, moi, je voudrais interroger à ce sujet monsieur Laurent Guidon. C'est-à-dire que après ton expérience, Laurent, de professionnel de la littérature, tu as fait aussi du théâtre, donc professionnel de la communication, et aussi d'enseignant qui doit donner envie aux élèves qui sont parfois trop intéressés, qui doit donner envie aux élèves d'écrire et de lire. Quelle réponse de Primo Levi te sont la plus efficace pour convaincre, par exemple, un élève qui se refuse d'écrire ou qui n'est pas trop intéressé par la lecture? Quelle réponse tu choisis? Mais sinon, bien sûr, tu peux donner une nouvelle. On va rajouter une nouvelle réponse à la liste de Primo Levi. Oui, enfin bon, moi je trouve que Primo Levi a très bien cerné la question. Je n'ai absolument aucun à lui dire. Il a bien sûr parfaitement raison et pour tout. Quand tu m'as dit, bah voilà, c'est une émission sur l'écriture et toi tu vas parler l'écrivain et l'écriture. Je me suis dit bon, je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit, de la semaine en me disant mais l'écrivain et l'écriture, mais c'est quoi? Alors il y a des tas de choses qui me sont venues en vrac. Je vais venir tout à l'heure et parce que ça c'est vrai, j'ai bien envie d'en dire quelques mots, surtout sur ce travail de l'écriture avec des élèves. Tu es un professionnel de littérature, oui, professionnel de communication, moi j'aime bien ça, j'aime autant. On est un peu en professeur, en médiateur justement. Qu'est-ce qui fait qu'on va amener des gens à écrire? Je pourrais poser la question autrement, je dis moi, qu'est-ce qui me donnerait envie d'écrire? Et Dieu sait qu'on professeur de français, de littérature, quelque part ça lui démange, ça le démange. Oui, ben c'est le contact des auteurs. C'est de lire qui donne envie d'écrire. Quand on voit un bouquin qui dit mais bon sang, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire quelque chose comme ça. Voilà, parce que c'est beau. Bon, ça c'est le cadre général. Alors, on va s'approcher un peu des grands maîtres. Voilà les raisons que propose Primo Levi. J'en propose une de Blaise Cendrars, dans un poème extrait des Feuilles de route, je crois. Le poème s'intitule « Pourquoi j'écris ?» Le poème, parce que. Point. De façon agréable, de beauté en touche. Cendrars aussi parle de l'écriture lorsqu'il évoque ses souvenirs du front dans La main coupée, je crois. Et il parle des hommes au front, des soldats, des poilus dans les tranchées, pétris de terreur, pétris d'angoisse, et qui écrivaient des lettres au front, des lettres derrière. Et pour Cendrars, il a une image très très forte et très dure. Je m'excuse auprès des auditeurs, mais c'est ce que ça veut dire.
Sandra dit qu'il chiait des lettres, qu'il chiait de l'écriture. Hein. Et ça rejoint cette idée, on écrit pour se vider, pour exorciser l'angoisse. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein, qui sont des raisons de l'écriture. Après, bon, je pense à une amie à moi qui est traductrice et qui est traductrice du polonais au français et qui a traduit des livres. Alors, elle a travaillé sur un recueil de nouvelles de Miłosz, hein, et puis Czesław Miłosz, et puis le chien mandarin. Et à un moment donné, elle butait sur une phrase, quelque chose. Elle disait oui. Et finalement, bon, elle prend contact avec Miłosz et lui dit mais voilà, dans ce passage-là, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Miłosz, mais j'en sais rien, je sais pas. Et ça elle me racontait que elle avait posé ce genre de questions à plusieurs écrivains, et puis maintenant elle arrête. Et elle traduit comme elle le sent. Et l'auteur, quand il lit la traduction, quand Miłosz connaît le français, il peut lui dire, excellente traduction, vraiment, je découvre ce que j'ai écrit. C'est un domaine mystérieux que l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose d'abord qu'on s'approprie. Daniel parlait de Socrate, ce philosophe qui n'a jamais écrit. Moi, je pense à une grande figure de la littérature qui est Homère. Peut-être le père de l'écriture romanesque occidentale, qui n'a jamais écrit une ligne. Il a raconté. Et les auteurs de la chanson de Roland, des romans de chevalerie, après il y a eu des gens, des copistes, qui les ont copiés, recopiés, enrichis, traduits, et on a le texte écrit. Mais au départ, cette écriture, c'est d'abord l'envie de raconter des histoires, l'envie de partager des histoires. Voilà, sur cette écriture romanesque. Pour mes élèves, en fait, moi c'est ça que je veux aborder. Hein. On écrit pour avoir l'envie de raconter des histoires, l'envie de s'étonner, l'envie de rire. Et je les fais toujours écrire, j'essaie toujours de les faire écrire par modèle. Hein. Bien comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il y a de savoureux dans une lettre de la marquise de Sévigné, aussi ringard que cela puisse paraître à première vue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi étonnant, surprenant dans un texte issu d'une chanson de geste? Et on va se lancer dans le registre épique. Et puis les élèves vont comprendre que le registre épique, c'est pas loin du registre burlesque. Et encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais ça je parle comme mes élèves, on va s'éclater, on va se l'éclater grave. Et j'ai vu des écritures où les élèves se régalent à raconter des combats de chevaliers où il y a les cervelles qui volent, et les membres qui éclatent, le sang qui se... Quel bonheur! Voilà. L'écriture vient comme ça. Après, bon, tout n'est pas bon, on en est conscient, mais il y a des perles, il y a des choses extraordinaires. Et après, il y a le goût de l'écriture, il y a le goût de l'écriture qui vient, le goût de produire des textes. Et finalement, c'est de là que peut venir l'envie de lire. Voilà. Mais comme Daniel Pénac, faut surtout pas forcer là-dessus. Hein. Quelqu'un qui rétifie à la lecture, oh là là, pas d'acharnement pédagogique. Ok, merci Laurent. Laurent, quand tu as cité tout à l'heure Homère, j'avais une petite question que je me posais. Donc, tu as dit que Homère, il a jamais rien écrit. Donc là, je me posais la question si l'écriture, donc c'est-à-dire fixer un texte avec des mots, avec des phrases, c'est aussi le tuer. C'est tuer l'idée de littérature. Parce que t'évites l'enrichissement. Les gens qui rajoutaient, qui inventaient des histoires parallèles, ça, comment dire, t'enrichis un texte qui n'est pas un texte, t'enrichis un conte. Donc on peut dire que l'écriture c'est aussi une sorte de façon de tuer la littérature, et l'imagination, je sais pas. L'écriture, comme toute création artistique, c'est un choix. Et lorsque je pose un choix, ça veut dire que je laisse de côté 1000 autres choix que j'aurais pu faire à la place. Hein. Et à un moment donné, il faut se lancer. Lire la correspondance de Flaubert lorsqu'il écrit Madame Bovary, mais c'est à se taper la tête contre les murs. Il passe des semaines entières sur un paragraphe. Il écrit à ses amis qu'il n'endort pas et que finalement, il s'arrête là. Et moi je trouve qu'il y a ça aussi dans l'écriture, que c'est un point qu'il faut relever. Oui, on tue quelque chose. On arrête quelque chose. Mais en même temps, lorsque j'écris un livre aussi, je le laisse partir à la postérité, je le donne aux autres. Et libre à quelqu'un d'écrire sur moi.
Parce que finalement, quelqu'un qui écrit, il écrit à partir de quelqu'un d'autre, il reprend sur quelqu'un d'autre. Ouais. C'est peut-être le même livre qui se continue d'un auteur à l'autre, d'une personne à l'autre. On peut aussi prendre les choses comme ça. Hein. Et Madame Bovary, c'est pas fini. Il y a eu Gemma Bovary, maintenant ça sort au cinéma. Ouais. Et des Madame Bovary, il y en a partout. Ok. Merci Laurent. Là j'ai vu une autre petite question. C'est toujours l'histoire orale, oralité, écriture. Cette question, je voudrais la poser à Daniel, notre prof de philo. C'est-à-dire que, on va dire que l'État moderne, à Athènes, la démocratie, elle est née avec la rédaction des lois. Donc, prétendre que la loi soit écrite, c'est pas ne pas faire confiance aux hommes. C'est-à-dire, c'est pas même la discussion de l'idée d'État. Parce que moi, citoyen, j'oppose moi-même à l'État en m'appuyant sur la loi écrite. Je sais pas si j'étais assez clair. Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce que je me suis demandé, mais ce qui est certain, c'est que de l'époque archaïque, dominée par le Basileus, c'est-à-dire le roi de justice et le poète. Le Basileus, c'est celui qui détient la parole de vérité. Il rend aussi la justice. Donc, avec la décadence du royaume basilique, comme on l'appelle, les aristocrates se retrouvent les uns face aux autres et en l'absence de pouvoir commencent à discuter, à se mettre d'accord sur des règles de prise de parole, sur des manières d'argumenter. Et cela, c'est la naissance à partir de l'effondrement du système palatial, de la royauté, de la démocratie et de la philosophie et de la science. D'accord. Après les Grecs n'ont pas vraiment rédigé leurs lois, mais ils les ont beaucoup discutées. La rédaction des lois, le code justinien chez les Romains, voilà la matrice du droit européen. Les Grecs, quant à eux, en plus étaient des théoriciens du droit et des philosophes du droit que des rédacteurs du droit. Ce qui est certain, c'est qu'avec les sophistes, avec Platon, avec Socrate, désormais tout est sujet à discussion. Rien ne s'impose. La loi n'est plus le reflet du cosmos, elle est posée par les hommes, par le législateur, et en tant que telle, elle est discutable. Ok. Merci beaucoup, Daniel. Laurent, je voulais savoir, d'après toi, en tant que pédagogue, enseignant, quel est le rôle de l'écriture dans la vie d'un élève, dans la vie intellectuelle d'un élève. Je pense de la 6e à la terminale. Quelle place prend de l'écriture dans le développement d'un élève? C'est fondamental. Pourquoi? Si j'écris pas, j'existe pas. Ouais. Si j'écris pas, j'existe pas. Et j'ai envie de tenir un discours, moi aussi, qui est très pragmatique. Hein. Professionnellement, il faut savoir écrire. Je me rappelle De Gaulle qui cherchait à un moment donné un Premier ministre. Il m'a dit, trouve-moi quelqu'un qui sache lire et écrire. On lui a apporté Pompidou. Ouais. Mais quelqu'un qui sache lire et écrire. Hein. J'ai travaillé aux affaires étrangères et je discutais avec des collègues qui disent, mais le problème, c'est que on a besoin de gens qui sachent écrire. Tout ce travail repose sur la communication. Alors actuellement, j'anime donc à l'école un projet d'accompagnement personnalisé pour des élèves de lycée, et on a décidé de travailler cette année sur l'écriture littéraire. Mais moi, j'ai voulu travailler sur le fait que l'écriture littéraire, c'est aussi une écriture fonctionnelle. On peut écrire pour traduire, et traducteur, c'est un métier. On en vit. On peut écrire, tout ce qui touche un peu l'écrit journalistique, depuis le documentaire jusqu'au coup de gueule, à la chronique, à la nouvelle, hein, l'écrit axé sur l'actualité, l'écrit qui doit être publié. Voilà, et on va se lancer donc dans ce travail-là. Voilà, c'est pour ça que je dis, alors ça c'est le côté très matérialiste pour dire si c'est parce que j'écris que j'existe, mais l'écriture
pour un élève, pour un étudiant, ne se limite pas de toute façon au cours de français. Toutes les preuves qu'on lui demande pour avoir ses examens, pour avancer, et puis même au-delà des examens, pour dire qui il est, pour être en communication avec les autres, ça passe par l'écrit. Ce qui est difficile, c'est que nos élèves, je pense, sont axés sur une culture de l'oral. Et passer de l'oral à l'écrit, c'est pas évident. Et c'est là que se situe le travail, comprendre quels sont les codes et comment, lorsque j'écris, j'amplifie et je fonde mon oralité. D'accord, merci beaucoup Laurent. On s'arrête pour quelques minutes avec une petite pause de musique. Merci Camille. Tout à fait, puisque notre prochain invité n'est autre que James Fontaine, nous allons écouter l'un de ses morceaux avec ses textes et les musiques de ses musiciens regroupés sous le nom de Juste avant que les mots sonnent. On écoute Appel. Les rides de mon visage, où les naufragés de la nef des fous, des quelques années pour protéger ce bel enfant, de cœur à corps nu dans le grand fauteuil, du grenier éventé par le souffle de l'été, venu de la grande plaine parsemée de forêts, des sillons de terre sur mon visage, effleurés des doigts, plumes d'oiseaux, qui sont peut-être les miens, peut-être les tiens, sont-ils mêlés de nos enfants ce crève-cœur, où le sourire des grands joue déjà notre héritage. Alors goûte l'alchimie subtile du parfum sur la peau, l'alchimie subtile du parfum sur la peau. Divin dehors, poison dedans, divin dehors, poison dedans. Alors serre-toi contre moi et ouvre-toi au monde, à nouveau tenter le diable et sa beauté. Apôtre de la témérité, m'appelle dévolu à la vie, au jardin de pivoine, aux perles en attention, à la joie des maintenannées, à la vieille dame sans regret, à la vieille dame sans regret, à la force, à la beauté du néant, quand tu n'es pas dedans, à l'envie de la vie, à l'envie de la vie, au temps qui marque son empreinte, les souvenirs comme balises, la saveur comme valise, parti voyager dans l'infini, et ton cou sur ma peau, ce parfum reconnu cette première fois-là, aujourd'hui puis chacun de mes autres jours, aussi de tes jours, de nos jours, mes yeux perleront sur toi, mes yeux perleront sur toi, apprendront à accepter l'issue, même si je tisse mes mots, qu'en tant que mon esprit mort m'élève. Retiens ma langue jusqu'à l'aube de mon dernier jour, sur cette belle putain de terre, qu'un sens et cet esprit, juste avant la pluie chaude, juste avant la pluie chaude des mots, juste avant que sonnent les mots, juste avant que les mots... Et on revient avec Entracte. Et là, on donne la parole à James Fontaine, artiste-poète, dont on vient d'écouter un superbe morceau à lui. James, en tant qu'artiste et poète, je voudrais te poser une toute simple question. Pourquoi t'écris des poèmes ? La question de l'écriture, pour moi, elle est, je dis pas innée, parce que ça a bien commencé quelque part. Il y a eu des influences à la fois éducatives, certainement, et puis aussi des influences qui sont de toute l'énergie qu'on a autour de nous, quoi. Je veux dire, quand on écrit de la poésie, en tout cas qu'on le fait avec cœur, on se sent connecté à des choses qui nous dépassent. Et d'ailleurs, je laisse le soin de juger mon écriture à ceux qui savent écrire sur le côté critique. Je laisse ça aux critiques, c'est leur métier d'écrire sur ce qu'on écrit nous. Moi, je suis pas certain de pouvoir tout expliquer ce que j'écris. Par contre, une chose est certaine, c'est que je sais où je veux aller et je sais ce que je veux faire passer comme message de manière spirituelle, de manière terrestre, durant la présence, le temps de vie, puisqu'on a une vie on a une vie de papillon. Donc, à un moment donné, si on se sent connecté, il y a une question de l'aller vers. La question de l'aller vers, la question du partage, la question d'humaniser une relation.
on s'en détache évidemment de plus en plus parce qu'on est chacun isolé avec nos portables, nos ordinateurs, tout ce qui fait qu'on se crée une bulle. Et de temps en temps, il y a ça craque de partout dans l'âme humaine. Et de temps en temps, peut-être que en réhumanisant le lien, l'écriture fait partie des moyens. Au-delà de la thérapie, à une époque, par exemple, moi j'ai fait des ateliers d'écriture, je créais des ateliers d'écriture pour des gens qui avaient des grosses brisures de vie. Puis à un moment donné, une fois qu'ils avaient lâché tout ce qu'ils avaient à dire sur la question, on était dans la thérapie, là, et à un moment donné, ils avaient commencé à prendre goût à écrire. Ça, c'est le miracle. Et donc, on passait de la thérapie à la création. C'est-à-dire qu'on corrige le texte, on s'entoure de gens compétents on fait venir des écrivains qui ont déjà fait l'expérience de publier, d'être connus par des professionnels, des critiques, des gens qui ont pris le soin de lire leurs textes et de leur donner une validation, quoi. Parce que ou alors on peut écrire seul, rien que par plaisir pour soi-même. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait durant des années. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de le partager parce que je me suis aperçu que ça créait du lien et puis que au début ça intéressait 2 personnes, puis maintenant ça commence à intéresser des centaines de personnes. Donc j'ai envie de le partager avec le sentiment d'humilité le plus possible, parce que quelquefois je me laisse emporter par mon âme humaine. Mais disons que voilà, ça reste simple. Pour moi, c'est un acte d'amour. C'est une promesse qu'on tient à un moment donné à soi, peut-être à un être qui a compté, peut-être aussi à l'univers et à la Terre, à la matrice, qu'il ne faut pas oublier. Pas seulement dans des discours télévisés où on dit on va sauver la planète, t'as raison, ouais. Ça coûte combien de sauver la planète? Ça coûte rien, ça coûte simplement de se connecter et essayer de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde et surtout de rester simple dans le partage, comme ce qu'on fait là, qu'on se contente de faire là, essayer de s'humaniser. Donc pour moi, écrire, c'est un acte d'amour que je veux partager avec qui veut bien l'entendre ou qui veut bien le lire, qui veut bien le recevoir. Il n'y a aucune obligation en l'espèce. James, est-ce que tu penses qu'il y a, à ce jour, il y a une sorte de banalisation de l'écriture avec les réseaux sociaux? Ou je pense à Twitter, qu'il faut tout dire en 140 caractères. Oui, il y a une sorte précipitation. Ouais. Tu vois, il y a plus la parole sacrée, on dirait en philo, la parole qui va au-delà du mot même. Tu vois, il y a une sorte de banalisation de l'écriture. On pourrait faire des poèmes avec Twitter. Bien sûr. Toi. Il y en a qui le font. Ah ouais? Oui, bien sûr. Des poètes qui font des poèmes sur Twitter. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, si on apprend aux gens à écrire des poèmes correctement orthographiés et avec quelque chose qui les approche de ce qu'ils veulent exprimer à un autre être humain, ça peut être pas mal comme moyen. Oui, mais les moyens sont bons, moi je pense. Oui, c'est bien. Mais là, on est obligé d'utiliser un moyen qui nous impose d'être exhaustif en 140 caractères. Alors là, faut pas l'utiliser, faut boycotter. Voilà. Moi, je parle pour moi là, mais on a chacun son opinion sur la question. Effectivement, par exemple, les textos. Les textos, quand on s'envoie des textos, ça va vite, il faut aller vite, et puis on nous demande souvent des choses qui sont pas très intéressantes finalement. Tu fais tes courses. Ta compagne t'envoie un texto, t'es où? Je fais mes courses dans la forêt. J'ai pas trouvé de lessive. Moi, je suis un assidu utilisateur de Facebook et Twitter. Et moi, je disais, il y a l'écriture comment dire? J'utilise l'écriture pour dire, je suis ici, faire mes courses. C'est ça que j'entends, la banalisation. Oui, là, je prends un apéro, je l'écris. Ouais. Donc, je me dis, de nos jours, l'écriture, elle a pas une valeur sacrée. Je vois Laurent qu'il est pas trop d'accord. On va tout de suite lui poser la question, pourquoi Laurent t'es pas d'accord? T'as le droit en tout cas. Oui, mais parce que tu parlais tout à l'heure des cartes postales. Ouais. Georges Perec a publié un recueil de poèmes, ce ne sont que des cartes postales. L'écriture, elle est banale. Écrire sur Twitter en 140 mots ou 300 signes, j'en sais rien. Mais les écrivains du groupe de l'Oulipo, ils ont érigé l'écriture la contrainte comme un moteur de l'écriture. Ouais. Et écrire en 140 mots, n'est-ce pas une contrainte? Et quelle contrainte merveilleuse!
Qui offre de la liberté, d'ailleurs. En plus, voilà. D'accord. Hein. Et effectivement, on peut faire des poèmes de Twitter. Sandrard s'est amusé à faire des poèmes en cachant des morceaux de romans de gare complètement. Enfin, il n'y a pas de petite et de grande littérature. Il y a une écriture qui est ordonnée à une fin. Voilà, moi je crois que c'est ça. Ça, j'ai découvert ça. Enfin, j'ai pas quelques années, j'étais aux affaires étrangères comme attaché, et on doit écrire des télégrammes. Il n'y a rien de plus embêtant que ça, c'est des écrits comme ça, mais quand on sait qu'on a tellement de contraintes, que ça doit se tenir en tant de mots, ça doit être normé, ça doit s'adresser, épouser des codes. J'ai vécu des scènes de jouissance, d'écriture, à rentrer dans ces codes et à me dire, c'est un petit bijou comme un artisan aurait fait une jolie table. Et c'est ça aussi l'écriture. Hein. C'est aussi l'acte d'amour que je fais à travers un poème. Mais même une écriture fonctionnelle, une écriture en apparence basique et bébête, ça peut être un acte créatif. Merci, Laurent. Alors dans ce cas dit James, j'ai été sensible à deux choses en fait. Tu as dit que tu écrivais, je traduis, j'espère ne pas me tromper, pour donner quelque chose, pour donner la vie. Et tu as parlé également de ce rapport particulier qu'a l'écriture à la mélancolie, même si tu n'as pas dit dans ces termes, tu as parlé de la personne de la personne disparue, pour laquelle on écrivait, en hommage de laquelle on écrivait. Et moi je crois que il y a un rapport fondamental dans l'écriture, et c'est d'ailleurs l'ambiguïté de la chose entre cette création qui donne la vie et cette disparition qui en est la cause. Bien sûr, je partage complètement ton avis. Et puis c'est une l'écriture en tout cas en ce qui concerne le cheminement que j'ai eu par rapport au fait d'écrire en prose, d'être publié, de faire des concerts, de faire de la musique, parce que moi avant tout il y a la musique quand même qui est venue on est tous traversés d'un poème intérieur accompagné d'une musique. Regardez, quand on écrit une lettre d'amour, on se sent bercé par quelque chose. Alors certains entendent de la musique, d'autres entendent autre chose, peu importe, ça peut être un rythme, ça peut être aussi une douceur, en tout cas ça passe par le champ émotionnel. Et en tout cas moi c'est une palette, voilà, il y a une palette riche, c'est une alchimie complexe en fait, il y a plein d'éléments qui viennent donner des perles que sont un poème, dans le sens où on en prend soin, quoi. On prend soin d'essayer d'exprimer au mieux, avec les moyens, avec la personnalité qu'on a, au mieux auprès de son cœur, de son âme. Alors, souvent, j'aime bien réunir âme, cœur, accord. C'est-à-dire de réunir un petit peu, son être en fait, pour pouvoir communiquer sereinement avec les autres. Merci James, on va bientôt malheureusement vers la fin. Je remercie Laurent Guidon, je remercie Daya Chelon, je remercie Camille à la régie et je remercie également James Fontaine. Et on se laisse, je me souviens que nous on a un profil Facebook, on a un compte Twitter aussi, Entracte. Et je vous dis, chers auditeurs, à la prochaine fois, à la prochaine émission, et on se laisse avec un poème de James Fontaine. Merci à tous les invités. Le temps marque de son empreinte les rides du mont Visage, où les naufragés de la nef des fous, dès quelques années, a protégé ce bel enfant, de cœur à corps nu, dans le grand fauteuil du grenier éventé par le souffle de l'été, venu de la grande plaine parsemée de forêts. Des sillons de terre sur mon visage, effleurés des doigts plumes d'oiseaux, qui sont peut-être les miens, peut-être les tiens. Sont-ils mêlés de nos enfants ce crève-cœur, où le sourire des grands joue déjà notre héritage, alors goûte l'alchimie subtile du parfum sur la peau. Divin dehors, poison dedans. Et serre-toi contre moi, et ouvre-toi au monde, à nouveau tenter le diable et sa beauté. Apôtre de la témérité, à ma belle dévolue, à la vie au jardin de pivoine, aux perles d'intention, à la joie des maintenés, à la vieille dame sans regret, à la force, à la beauté du néant, quand tu n'es pas dedans, à l'envie de la vie. Au temps qui marque son empreinte, les souvenirs comme balises, la saveur comme valise, parti voyager dans l'infini, et ton goût sur ma peau. Ce parfum reconnu cette première fois-là, aujourd'hui puis chacun de mes autres jours, aussi de tes jours, de nos jours, mes yeux perleront sur toi. Apprendront à accepter l'issue, même si je tisse mes mots quand tangue mon esprit,
mords mes lèvres, retiens ma langue jusqu'à l'aube de mon dernier jour sur cette belle putain de terre. Qu'un sens et cet esprit juste avant la pluie chaude, juste avant que sonnent les mots, juste avant que les mots sonnent, qui marque le corps, le cœur et la main phare, indique le champ des possibles, éclaire ce bon vieux temps, océan de temps qu'il nous reste, pour qu'il soit beau tant et plus ce qu'il sera, semé dans les sillons de mes rides, de mon visage témoin, jamais trop loin, vif et joyeux, de tout ce qui exhale, respire, vibre, réchauffe, donne la force d'aimer, puisque c'est ainsi que rien ne nous échappe, à part notre propre vie, et que la mort des autres n'est que vue de l'âme, et que l'amour des vivants, cet or infiniment vous honore. Mes yeux, perles de sourire, mes yeux perleront sur toi. Merci James. On se quitte avec un titre de Claire Doucet qui s'intitule justement Écrire. Et dans 3 minutes précisément, le Flash Info de RFI. Très bonne journée à tous. Pour retenir le temps, l'instant des sentiments, approcher l'invisible, écouter l'indicible, plus loin qu'au bout de soi, se faire presque mourir, fragile comme la soie et n'en pas revenir. Se perdre dans les sens, goûter jusqu'à la lie toute la quintessence de troubles infinis, et non plus désirer rien d'autre, juste l'espoir qu'il n'y ait de des raisons à trop vouloir y croire. Écrire, suspendre le temps, garder les sentiments pour rester vivant. À n'en plus rien vouloir, ne plus rien désirer, n'écouter que l'instant, s'y laisser emporter au plus juste de soi, au sublime des sens, au centre du magma, au cœur de la conscience.